Hey, salut Alexandre. Salut Julien. Comment ça va? Eh ben ça va très bien, merci pour l'invitation du coup. Ouais, je t'en Euh, prie. J'espère que tu vas bien aussi. Ouais, très bien. Bah oui, oui, moi j'ai passé encore un bon dimanche, un bon week-end. Ça a été très studieux. Là on rentre dans une période où on a beaucoup de choses à faire pour les périodes de Noël. Donc du coup, j'essaie de gagner un petit peu de temps. Et puis quelque part, en fait, le confinement est arrivé à point nommé parce que il fallait que je débloque du temps pour avancer. Et donc là, bah du coup C'est j'ai l'occasion. ouais, exactement, ouais. Et toi, qu'est-ce que tu as fait de beau ce week-end? Bah pareil, en fait, je prépare des livres pour l'année prochaine. Ok. Et je dois en sortir 12, donc Waouh. je travaille dessus. Tu dois sortir 12 livres. Donc, en fait, c'est la suite. En fait, j'en ai déjà deux Ok. qui présentent ma méthode d'orientation. Et en Ok. fait, dedans, j'utilise ce qu'on appelle des énergies archétypales. C'est un peu comme des profils de personnalité. Ouais, je Et il connais. y en a 12, du coup, bah, un livre pour chaque. Ok. Bah, du coup, je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Alors, qui es-tu, Alexandre? Alors, eh bien, je m'appelle Alexandre Baé. J'ai conçu une méthode d'orientation qu'on appelle l'orientation intrapersonnelle. Et en fait, l'idée, c'est, avant de répondre à la question qu'est-ce que je vais faire plus tard, c'est de répondre à la question qui est-ce que je suis. Donc, c'est une orientation qui repose avant tout sur notre quête identitaire. Moi, je pars du principe que toute vocation naît d'une profonde connaissance de soi. Et du coup, eh bien, qui est-ce qu'on est? C'est toute la question. Ok. Et alors j'aime bien faire le parallèle. C'est vrai qu'on a tendance à se poser cette question quand on est jeune, quand on est adolescent, Ouais. en pleine crise d'adolescent. Au final, la question qui est derrière, c'est ça, c'est ce besoin de savoir qui on est. Et sans faire exprès, en fait, on oublie de faire cette quête identitaire parce qu'on remplace la question qui est-ce que je suis par qu'est-ce que je vais faire plus tard. Et du coup, on a l'impression qu'il faut faire quelque chose de sa vie pour devenir quelqu'un et enfin, en quelque sorte, on s'illusionne d'un statut social, on s'étiquette de choses qui sont pas nous au final et qui nous éloignent un petit peu plus de cette question. Donc l'idée, c'est de mettre les deux pieds dans cette quête, qui est à la fois, moi je trouve, un voyage extraordinaire puisqu'on gagne confiance en soi en fait quand on se comprend un petit peu mieux. Puis après, c'est vrai que c'est plus simple de trouver un métier. Super. Mais moi, j'ai le sentiment que ça part vraiment de l'école, en fait. Ce qui nous manque, c'est ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que en fait, on nous conditionne quelque part à avoir une certaine vision plus tard de l'activité professionnelle, de la vie, etc. Et c'est vrai que moi, mon sentiment, c'est que j'ai pas l'impression qu'on nous accompagne justement à être réellement qui on est, quoi. Bah, j'ai résumé la chose. En fait, c'est vrai que bah, en fait, on a tendance à se focaliser sur le faire. Quand on est à l'école, il faut être un bon élève, il faut bien travailler, il faut savoir ce qu'on va faire plus tard. Et du coup, je trouve qu'il y a orientation et insertion. Pour moi, l'orientation, c'est avant tout un voyage qu'on devrait faire avec soi-même. Euh, Effectivement, on doit être accompagné, on peut être accompagné. On doit s'ouvrir surtout en fait à l'extérieur et se nourrir un petit peu de tout ce qui nous attire, de tout ce qui fait sens avec qui on est. Mais au lieu de faire cette recherche sur soi, on va plus être dans de l'insertion sociale pour être productif économiquement en mettant des mots un petit peu barbares, mais je trouve que C'est ça. ça résume bien en fait quelquefois ce qu'on peut avoir l'impression de vivre. Moi, je me retrouve dans l'orientation parce que je suis pas forcément enfin, beaucoup apprécié la mienne. Elle n'a pas été très simple parce que justement, j'ai eu l'impression de subir, de devoir être productif, de devoir m'insérer dans quelque chose au final qui faisait pas forcément sens à première vue. Et c'est tardivement, je crois que c'est plus de 10 ans après justement mes vœux d'orientation, que j'ai compris que j'allais partout et à la fois nulle part parce que je savais pas qui j'étais. Ok. Et donc ouais. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? T'as eu un déclic? Parce que ce déclic, on l'a pas forcément à l'école. C'est moi j'aime bien dire en fait je me suis perdu. Ah ouais? Je me suis perdu et c'est là que j'ai compris qu'il fallait se chercher soi. Alors comment on fait pour se chercher soi? Alors moi je suis pas du tout d'un cursus issu de la psychologie ou de ce genre de filière à la base. Je fais une Pour comprendre peut-être un petit peu mieux le débouché.
Ouais. Je fais une orientation un petit peu à rallonge. Moi, quand j'étais en troisième, mes professeurs ont refusé que j'aille dans une filière classique, une générale, parce que j'étais soi-disant pas assez bon. Mais du coup, j'ai vu tous mes potes partir en général et moi, on m'a orienté vers un BEP. À cette époque-là, je savais pas du tout quoi faire. Pour te dire, j'ai changé de vœu la veille de la clôture des vœux APB. Je partais vers un BEP électrotechnique. La veille, il y a un prof qui est venu et qui a présenté une filière sanitaire et sociale. Déclic. J'ai pas trop compris ce que j'allais faire. Euh, L'autre non plus au final. Et puis je me suis dirigé vers ça. Puis de fil en aiguille, j'ai découvert le social. Après, je fais un bac. Je suis retourné vers un DUT en carrière sociale, tout ce qui était animation sociale, socioculturelle, très intéressant. Euh, et de là, bah, j'ai poursuivi un petit peu la suite logique. J'ai fait de la direction de structure jeunesse pendant un an. C'était très riche comme expérience parce que j'étais le directeur et j'étais le plus jeune de l'équipe. Donc, il a fallu trouver sa place. J'avais jamais managé qui que ce soit, donc c'était très riche. Euh, Au niveau de où je me situe aussi, ça a été très fort personnellement, parce que ça remet pas mal de choses en question. J'arrive dans quelque chose que je connais pas. Il y a des personnes qui sont là depuis 20 ans. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je viens faire en fait? C'est ça. Donc c'est très intéressant. Et puis après ça, j'ai arrêté parce que j'étais un grand passionné de cinéma. Et puis c'est vrai que quand j'étais un peu plus jeune, je voulais faire de la comédie. Donc pendant 2 ans, j'ai écrit et puis j'ai passé les castings pour faire un peu de la comédie. Il m'a fallu 2 ans pour comprendre que c'était pas pour moi et que et qu'en fait je faisais pas ça pour moi. J'étais encore dans cette orientation qu'on fait pour les autres. Mm. C'était Moi j'aime bien résumer cette période comme une quête de mon ego, dans le Ok. sens où le cinéma, la comédie, c'est très valorisant. Ça nous permet d'exister, de briller en quelque sorte et j'étais là-dedans. Je pense il faut oser le dire aussi quand on fait certaines choses pour la lumière et pas pour soi. Ok. Et aujourd'hui, je peux voir que, en fait, je suis pas le seul à avoir raisonné comme ça. On est beaucoup poussé à se mettre en avant aujourd'hui, à aller sur scène, à se filmer, à dire des choses, etc. Et en fait, en faisant ça, ça m'a encore plus perdu. Et je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup, en fait, à se perdre sur scène quand on fait les choses pour soi, enfin, pour les autres et pas pour soi. Et puis, en parallèle, j'avais découvert l'entrepreneuriat. Le cinéma, c'est pas très stable, donc je me suis dit qu'il fallait que je lance une activité à côté, et l'entrepreneuriat, c'est ce qui s'y prêtait le mieux. Donc j'ai fait une activité dans le bien-être, j'avais découvert le marketing de réseau en même temps, et du coup je faisais 3 choses en même temps, et ça vibrait pas forcément. Je commençais à comprendre que le cinéma, c'était pas pour moi, euh, et de là, en fait, c'est là où j'ai compris que j'allais nulle part. J'allais partout, j'essayais de faire des choses pour les autres. Dans le marketing, j'ai vu des personnes qui gagnaient très bien leur vie, donc je me suis dit que si je gagnais bien, j'allais être heureux. Ah. Et au final, Pour c'est pas l'air. le bonheur pour moi, c'était pas ça, tu vois. Mais comme ça. Il y avait pas trop de sens. Et de là, grosse remise en question. Je me suis un peu, enfin, j'ai commencé à m'investir dans tout ce qui est environnement. Et j'ai vite compris que ça servait pas à grand chose d'aller manifester dans la rue si on n'était pas éduqué au vivant. Et c'est là où, je te prends ta phrase, mais j'ai compris que tout partait de l'école. Ouais. Tout part de l'école, mais je vais pas faire prof. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et c'est de là qu'en même temps du fait de continuer et de commencer des formations dans tout ce qui était la psychologie, la psychanalyse, moi, j'ai découvert le développement personnel, je me suis un peu intéressé à la spiritualité et j'ai vraiment connecté à qu'est-ce que j'étais. Et je suis vraiment rentré dans cette quête de moi. Et en 2, 3 ans, j'ai découvert justement plus ou moins une trame, donc qui sont utilisées dans les travaux de Carl Jung, le psychanalyste. Ok. Et des outils que je pouvais allier à cette trame pour vraiment faire quelque sorte une chasse au trésor à notre identité. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait personnellement pour moi. Et vu que j'avais compris que je devais aller dans l'éducation sans trop savoir quoi faire, moi, il y a une personne qui m'a dit qu'on trouvait nos forces dans les moments les plus difficiles de notre vie, l'orientation. Et c'est comme ça, plus ou moins, que j'ai cheminé jusqu'à là aujourd'hui. Ok. Mais en fait, ça me fait penser à bilan de compétences quand tu parles comme ça, orientation. Ouais. C'est proche?
Oui et non, on va dire qu'une personne qui fait du bilan de compétences fait du bilan de compétences. Par exemple, moi, je ne fais pas de bilan de compétences. On est vraiment sur soi, comment on se perçoit en tant qu'individu. Effectivement, il y a ce côté qualité sur le jeu, mais voilà, je suis pas une personne qui fait passer des bilans de compétences. Ok. Je suis vraiment plus un artisan. Un artisan qui va te mettre sur un chemin. Donc, l'orientation intrapersonnelle, en fait, c'est toute une trame scénarisée. Bah, ouais, je peux te montrer, ça va te Vas-y, parler. ouais, explique-nous. Ouais. Quand je vais dans l'établissement scolaire, c'est ce que je montre aux élèves. Donc, on voit pas trop. Tu peux C'est le une mettre carte que sur l'écran? donc c'est une carte que j'avais fait pour le congrès Ah ouais? innovation. Et en fait, Ok. c'est, j'utilisais plus ou moins une autre carte quand j'allais dans les écoles. Et en fait, je t'explique que ton orientation, bah, c'est un petit peu ça. C'est avant tout une aventure pour toi. Et le trésor que tu trouves avant de trouver ton métier, c'est toi. C'est Ouais. qui est-ce que tu es. Donc, il y a cette carte. Il y en a une autre qui résume un petit peu les outils qui sont utilisés en orientation intrapersonnelle. Bon, Ok. il y a beaucoup d'informations. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un voyage avec des checkpoints et puis des outils. Quand on se fait accompagner par un psychologue, par un psychanalyste ou par un coach, généralement, la personne utilise des outils pour nous comprendre, mais on va pas sortir forcément outillé. Et donc l'idée, c'est vraiment que bah, l'élève, en fait, quand il rentre dans ce voyage vers lui-même, à la fin, il ait des outils pour comprendre où est-ce qu'il se situe. Parce que, imaginons, on fait ce voyage ensemble aujourd'hui, Ouais. tu vas avoir certains besoins à l'instant T, mais Mhm. dans 10 ans, en fonction de la situation dans laquelle tu seras, tu auras d'autres besoins. Et comment je comprends ces besoins pour justement y répondre dans ma profession? Parce qu'il y a certaines personnes qui, il y a beaucoup de burn-out ou de reconversion en ce moment, c'est la mode. Enfin, on entend beaucoup ça. Malheureusement, ouais. Et en fait, des fois, faut pas changer de métier. Il faut juste changer la façon dont on voit le métier Mhm. pour y voir une façon de répondre à notre besoin. C'est clair, ouais. Donc, ouais. Mais ce qui veut dire que c'est, j'essaie de trouver le terme adéquat. T'es un peu comme un accompagnateur, quoi, un peu comme un C'est un guide. accompagnement. Ouais. Ouais, c'est ça, hein. Ok. Ce qui veut dire que là, en l'occurrence, ce que tu proposes, c'est plus réservé aux adultes. Non, justement, en fait, c'est entre l'accompagnement et la formation. Moi, là-bas, je suis formateur en ce moment. J'ai une des SAS de formation. Je suis avec les apprentis d'Auteuil en ce moment sur plusieurs missions d'insertion avec des jeunes. Mais il y a tout un volet connaissance de soi. Les Ok. apprentis d'Auteuil, pour ça, c'est génial parce on peut vraiment essayer des choses et on est vraiment centré sur l'humain en fait, pas tant sur le faire. C'est vraiment déjà la prise de conscience de soi, prise de confiance en soi. Et du coup, il y a ce volet accompagnement d'une part et formation de l'autre part, puisqu'il faut comprendre les outils qu'on utilise pour que ce soit toi qui fasses cette compréhension de qui est-ce que tu es. Ouais, je vois. Moi, à aucun moment, je me sens légitime pour te dire, bah, tiens, en fonction de ce que tu me dis là, je te verrai là-dedans. C'est vraiment à toi. Moi, on va débroussailler ensemble. Mais après, déjà, premièrement, on chemine déjà vers toi. Et l'orientation, elle intervient que à la fin du processus. D'accord. Par exemple, Et alors, en individu. Ouais. t'as pas répondu à ma question. Est-ce qu'on peut accompagner les enfants ou c'est quand même plus pour les Oui, adultes et les jeunes adultes? Ouais, d'accord. Ok. on peut accompagner à partir du collège. À partir du collège et en fonction de la maturité de l'élève. Un élève déjà, il faut qu'il soit volontaire parce qu'on va faire un travail sur lui qui est assez dense. Ensuite, il faut aussi qu'il y ait les parents qui soient OK et qui soient OK pour l'accompagner. Alors moi, quand je fais un accompagnement, euh, on se voit entre 7 et 8 fois. Et à la fin, tu retournes chez toi avec un petit mind mapping qui résume les outils qu'on a utilisés pour que tu puisses les expliquer à tes parents. Parce que forcément, quand on parle de toi, il faut quelqu'un pour t'aider dans ces questions. Si on se voit qu'une fois dans la semaine, après à la maison, ce qu'on a vu ensemble, ça va te travailler forcément. Et il faut que les parents, bah, ils soient OK C'est clair. pour aller comprendre ce qu'il en est. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut accompagner un élève. Ensuite, quand il revient à la maison avec les outils, c'est les parents qui peuvent se remettre en question. C'est Et clair. du coup, là, on grandit ensemble et c'est là où ça peut être intéressant. C'est clair parce que c'est ce que j'allais te dire. En fait, pour moi, déjà, c'est le duo gagnant parce que si tu t'occupais uniquement des jeunes enfants et que les parents étaient
bah, prenait pas un peu le relais derrière. J'avais l'impression qu'il y avait un manque. Mais du coup, pour moi, il manque un trio, il manque une troisième personne, c'est l'enseignant. Je pense qu'il faudrait aussi accompagner l'enseignant. Je sais pas si c'est le cas en fait dans ce que tu fais ou ce que tu proposes. Bah ça, alors pas en individuel. Quand je vais dans les écoles, parce que je vais dans les écoles, je fais des interventions, je présente en fait les outils sur 1 heure ou sur 2 heures dans des lycées. J'ai déjà fait des troisièmes. Ça dépend un peu du projet de l'établissement. Il y en a qui font des forums, découvertes des métiers, sur des choses, et on me fait intervenir des fois à ce moment-là. Et moi, je transmets surtout l'outil. Et c'est vrai qu'en 1 heure, en 2 heures de temps, c'est pas forcément simple de faire rentrer le professeur dedans. Ok. Après, euh, alors pour l'instant, il y a un jeu qui est en réflexion sur l'orientation et qui est en train d'être conçu. J'ai réfléchi avec Sandra Meunier, que tu connais, Ah oui, carrément. qui est en fait la continuité de son dispositif Terre de Joie. Ok. Et elle voulait partir sur quelque chose en lien avec l'orientation, et du coup, on réfléchit ensemble sur le jeu. Mhm. Mhm. On a déjà quelque chose de très intéressant, et du coup, on est vraiment sur un dispositif pédagogique. Euh, Donc c'est mais bon, Nathan qui va être derrière? je m'avancerai pas, c'est vraiment Sandra qui est à la barre de la chose. D'accord, Euh, ok. je pense que voilà, on aura l'occasion d'en reparler une Ok, fois ça que ce marche. sera un peu plus avancé. Ok. Mais du coup, là, le professeur pourrait rentrer dans le dispositif, puisque ce serait lui qui, en quelque sorte, utiliserait les outils que moi j'utilise en orientation intrapersonnelle avec sa classe. Bah ouais, en fait, typiquement, pour moi, c'est vraiment ce qu'il faudrait. Il faudrait même, je sais pas si tu l'as imaginé, que les conseillers d'orientation soient formés à ton approche. Carrément. Bah, former ou que ce soit complémentaire, parce que c'est vrai qu'en fait, euh, on est sur deux approches différentes. Il y a un volet moi j'aime bien dire, un individu, il a quatre potentiels, c'est le potentiel intellectuel, le potentiel physique. Et c'est vrai que l'orientation traditionnelle repose sur ce volet-là. C'est la connaissance des métiers, qu'est-ce que je vais faire de ce savoir, de ce que je peux faire de mes mains. Et moi, je repose plus sur le volet spirituel, qui concerne le sens qu'on veut mettre à sa vie. Et du coup, on fait émerger une mission de vie sur les choses, et le volet émotionnel. Et du coup, c'est deux volets qui sont complémentaires. Euh, L'autre, c'est qui est-ce que je veux devenir. Moi, c'est sur ça que je travaille. Et l'autre, c'est plus qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et c'est en ça où je trouve que c'est bien de joindre les deux. Et puis, Bah c'est vrai qu'un oui, conseil d'orientation, en même temps, il y en a un pour beaucoup d'élèves. Ça demande faire sa quête identitaire, c'est déjà très long. ouais. Euh, Moi, je vois une personne 6 à 8 fois quand on est individuel. En SAS, en groupe, ça peut être beaucoup plus rapide. Parce qu'on peut prendre juste un outil, comprendre l'outil et s'orienter en fonction de ça. Mais ça demande quand même du temps. Et c'est vrai que c'est des fois ce qui manque en fait dans l'établissement scolaire, Bah où il oui, y a un conseiller pour 1000 élèves. c'est clair. Euh, Ouais, donc l'une des clés, ça serait que les enseignants soient sensibilisés et formés à ta méthode, en réalité. Ouais. Carrément, Ouais. carrément. Qu'ils aient Donc, au moins connaissance d'un outil pour pouvoir débroussailler tout ça. Après, l'éducation nationale, elle s'empare du sujet parce qu'il y a 35 heures au collège, il me semble, pour parler d'orientation. Il me semble qu'il y en a une quinzaine en quatrième. Il y en a encore plus au lycée. Mais après, effectivement, c'est vrai que c'est un professeur et c'est pas un conseiller d'orientation. C'est pas son métier également. Donc c'est bah oui. T'es bien reçu dans les établissements scolaires de l'éducation nationale? Ils y voient ça plutôt d'un bon œil ou c'est un peu encore compliqué d'intégrer des écoles? c'est toujours long de rentrer dans une école. Ouais, Moi, quand je rentre, c'est la plupart du temps, c'est grâce à des professeurs que j'ai découvert sur des salons où j'ai des. Ouais, en fait, je suis président d'une structure information jeunesse sur la Seine-et-Marne, et du coup, j'avais fait des salons et j'avais rencontré des professeurs sur ces derniers. Et c'est à la suite de ça que certains m'ont fait intervenir dans leur établissement. Euh, Quelquefois, il y a des conseillers pédagogiques, donc on peut monter un projet avec eux. Et à ce moment-là, j'interviens sur plusieurs classes. Ou alors, il y a un prof qui va me dire, bah, j'ai 1 heure à 2 heures avec cette classe, ils ont vraiment besoin d'orientation. Je me rappelle, il y a une prof que j'avais rencontrée comme ça, elle m'avait dit, en fait, oh, mais il faudrait que vous veniez parce que dans ma classe, ils veulent tous faire expert comptable. En fait, c'était une classe de STMG et les élèves fallait, bah, question d'orientation, on sait jamais trop vers quoi se diriger.
Et en fait, il y a un prof qui ouvrait sa filière pour faire expertise comptable et il leur a dit, bah, il y a du travail et ça gagne bien. Alors, il y en a qui savaient pas trop quoi faire, ils se sont dit, bah, ça gagne bien, il y a du travail, je vais parler. Il y a la moitié de la classe qui voulait faire ça. Et ce qui est intéressant quand je suis intervenu, c'est que, bah, en fait, il y en a qui se sont aperçus qu'ils n'aimaient pas les chiffres et ils se dirigeaient vers de la compta. Alors comme ça, on se dit, c'est logique, on se dirige pas vers ça. Mais au final, il n'y avait pas la réflexion derrière et puis il n'y avait pas l'ouverture à qu'est-ce que je peux faire à l'instant T maintenant. Et puis c'est vrai qu'il y a le côté, c'est stressant, puis on se rapproche des vœux, puis il faut mettre quelque chose. Et à la fin, bah, on met ce que les autres mettent. Parce que, enfin, puis il y a aussi une pression un peu sociétale hein, qui est là, qui est sous-jacente, et on a vraiment ouais, ce sentiment qu'on joue un peu notre vie quoi, à ce moment-là de notre vie, alors qu'il faudrait quand même relativiser les choses. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse pression. Moi, je le vois. Alors, moi, je vais avoir 42 ans d'ici quelques mois. Là, ce sera début décembre. Et je me rappelle à l'époque, j'ai le sentiment qu'on n'avait pas autant de pression que les étudiants de maintenant, qui sembleraient avoir vraiment une pression assez importante pour réussir leurs études, parce que bah, on leur fait croire que bah, il faut absolument avoir au minimum un bac plus 5 pour réussir sa vie, etc., etc. Il y en a beaucoup qui font de l'eczéma. Enfin, il y a vraiment beaucoup de stress. Est-ce que toi, tu le ressens aussi de ton côté, ça? Je vais pas dire que ça dépend en fait, parce que le stress, de mon point de vue, il y a aussi du stress qui est positif. Et en fait, ça va être du cas par cas. Il y a des élèves qui ils savent carrément où ils veulent aller, euh, même si c'est des fois des cursus difficiles dans lesquels ils se projettent d'aller, ils sont confiants. Et il y en a d'autres effectivement où ils sont un peu perdus, mais donc il y a celui-là qui va être un peu perdu, qui va vraiment stresser. Il y a celui-là qui est un peu perdu et bon bah je vais là où je peux aller quoi. Et très, je vais pas dire que relativise parce qu'il y a un peu de dépit un petit peu des fois quand on échange, Mm. mais c'est vrai que il y a un enjeu derrière l'orientation. Il y a une étude de Pôle emploi qui disait que d'ici 2030, il y avait 85% des métiers qui allaient disparaître. D'autres études qui nous disent 65, d'autres 50. Enfin bref, c'est jamais trop clair au niveau des études, mais on comprend plus ou moins qu'à la moitié des métiers d'ici 2030, donc c'est dans 10 ans quand même, ça passe vite, 10 ans, les métiers sont pas là. Donc du coup, il y a ce côté, je m'oriente maintenant, mais demain, je sais pas ce qui va en être. Et moi, ce que je trouve qui manque encore plus dans ces études, c'est que il y a énormément d'innovations qu'on appelle disruptives en ce moment. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est très difficile de prédire demain. Il suffit d'une innovation disruptive pour que la société soit transformée. Il y en a 5 en même temps. Et à côté, il y a aussi énormément d'enjeux sociétals, climatiques et ce genre de choses qui nous montrent que bah, il faut diriger le navire vers quelque chose d'autre. Donc ça va faire émerger des métiers également, mais ces innovations qui disruptent le marché du travail, elles risquent aussi d'être remises en question Ah oui. par ces enjeux. Et du coup, on est un peu dans un flou où on peut s'orienter à l'instant T, mais se projeter sur quelques années, c'est vraiment très compliqué. Non, ça Et ça, m'étonne c'est pas. angoissant. T'as quel âge? J'ai 28 ans. Je vais sur mes Ouais. 29. Bah, quand tu passais tes études, est-ce que tu n'avais pas déjà un peu ce sentiment? Moi, je l'avais aussi à l'époque. Hein. J'ai pas l'impression que c'est beaucoup évolué entre-temps. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y avait ce côté-là où effectivement, on ne sait pas ce qu'il y a demain. Bah, c'est vrai. Émergence Ouais, des réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça quand je m'orientais. ouais. Alors, comme ça, on n'a pas vu l'évolution. Donc c'est vrai que là, avec la question que tu me poses, je me dis effectivement, il n'y avait pas tous ces métiers aujourd'hui qui sont sur le devant de la scène, le consulting, tout ce qui est digital et ce genre de choses. On en Ouais. parlait un petit peu. J'avais pas du tout connaissance de tout ce qu'il y avait derrière. Et c'est vrai que bah là, on mesure déjà que ça a changé. D'ici 2030, franchement, je serais incapable de te dire à quoi ça va ressembler. Ben non, c'est clair. Moi, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que c'est tout le temps comme ça, en fait. Et quelque part, c'est bien. Il faut juste en avoir conscience. Il faut juste se dire que, bah, effectivement, dans 10 ans, c'est impossible de se projeter parce qu'il y aura sûrement des métiers qu'on va créer qui n'existent pas, et puis des métiers qui vont disparaître. Et peut-être que l'un dans l'autre, ça équilibre un peu, tu vois, peut-être qu'il y a une forme d'équilibre, quoi. Ça serait pas étonnant. Moi, ce que j'aime bien dire pour relativiser la chose, c'est que c'est la façon de faire qui change. Parce qu'en fait, nos besoins restent toujours les mêmes. Hein. Et du coup, c'est toujours ça le travail, en fait. C'est à quel besoin je réponds. Et du coup, moi, quand je fais de l'orientation, euh,
Avec les jeunes, on travaille plus sur le besoin de la personne à l'instant T et pas sur l'intérêt. Parce que le besoin est quand même beaucoup plus périn que l'intérêt. Et, ouais, et en fait, le métier, c'est sur ça qu'il repose, en fait. C'est un métier qui répond pas à un besoin, il disparaît, ou alors il faut qu'il soit subventionné. Euh, ou, voilà. Ouais, c'est clair. Mais en même temps, je réfléchis et je me mets à la place de l'enseignant et je me Ouais. dis, imagine, tu es face à des élèves, donc il y a 30 élèves dans ta classe, il y a potentiellement 8 formes d'intelligence différentes, c'est-à-dire 8 façons d'apprendre de manière différente, des élèves qui n'ont pas forcément envie d'aller en cours, qui ne sont pas motivés pour t'écouter. Et toi, là-dedans, en tant qu'enseignant, déjà chapeau, chapeau bas, les enseignants qui nous écoutez, franchement, magnifique ce que vous faites. Euh, Là-dedans, l'enseignant, il faut qu'il trouve les bons outils, justement, pour aller dans la direction que toi, tu essayes de proposer. Et là, je suis en train de me dire, mais c'est challengeant, comment il fait? Ah, c'est vrai que il faut du courage pour être enseignant. C'est un métier en fait. C'est un Ouais. métier. Et c'est vrai que être alors des fois, enfin, ouais, je t'interviens dans des classes où je suis intervenu dans une classe où moi-même j'étais. Et quand je suis rentré, je me suis dit, ils sont combien? Je croyais qu'il y avait deux classes. En fait, ils avaient juste rajouté une rangée, ils étaient 36. Et moi, je me rappelle, on était quoi? On était 31, on était déjà beaucoup. Et là, Wow. dans une classe de 36, quand je t'assure, j'avais l'impression qu'il y avait deux classes dans la classe. Et c'est vrai que le fait d'être au tableau, tu réalises il y a beaucoup de personnes, en fait. Ouais. Euh, et c'est impossible de faire de l'individualisé là-dedans. On parle d'orientation, on parle de quelque chose de très intime. C'est compliqué. Et c'est pour ça, du coup, que moi, quand j'y vais, c'est vraiment plus des outils. Une fois que tu comprends l'outil, comment il marche, après, c'est toi qui travailles sur toi-même. Et par exemple, dans le dispositif sur lequel on réfléchit, l'idée, c'est que chaque élève puisse avoir une sorte de petit fascicule pour ensuite lui-même faire ce travail sur soi. Parce qu'en fait, trouver sa voie, c'est personnel. Donc, Ouais. il n'y a pas tant besoin que le professeur soit là. Il faut le professeur qui taille en quelque sorte les questions, qui l'oriente plus ou moins, ou qui l'ouvre. Surtout l'élève à une recherche personnelle. C'est pas au professeur de trouver la voie de l'élève, c'est aussi à l'élève. Donc il faut que l'élève se responsabilise. Et tu parlais du trio, il faut que les parents et les professeurs arrivent aussi à communiquer. Il faut pas tout faire reposer sur le professeur, ce serait trop facile sinon. Ah oui, c'est clair, c'est vraiment une histoire de trio. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce que tu dis. Moi, j'appelle ça semer des graines. En fait, ce que je pense, c'est que en allant dans ta direction, donc parlons pour schématiser de développement personnel, ça peut être très bien l'outil que tu proposes, mais ça peut être aussi une autre démarche. Je parle de développement personnel parce que je trouve que c'est ce qui nous manque dans notre système actuel. On travaille le savoir, on travaille notre cerveau, mais on travaille pas l'être. Et donc ça rejoint en fait ta démarche et ce que tu fais. Et donc s'il faut l'étiqueter, parce qu'en France on met une étiquette sur tout, on va parler de développement personnel. En fait, ce qu'il faudrait justement, à mon sens, c'est que l'enseignant lui-même se soit formé donc auprès de l'académie qui le forme pour devenir enseignant et qu'à travers son exercice d'enseignant, il puisse semer des graines en fait dans cette direction. Et juste semer des graines, déjà, je pense que c'est un gros cadeau parce que sur une classe d'une trentaine d'élèves, on peut se laisser espérer qu'il y en aurait peut-être au moins la moitié pour qui justement la graine aurait bien été semée et qui les amènerait à s'intéresser un petit peu plus à ce qu'ils sont, à leurs émotions, à comprendre vers quoi ils ont envie de tendre et tout, etc. Quoi. Moi, je pense que c'est vraiment ça. L'idée, c'est pas de les convaincre, mais c'est au moins de semer des graines dans cette direction. Quoi. Carrément. Moi, je préfère parler de découverte personnelle que de développement personnel parce que euh, c'est c'est vrai que c'est à la mode le développement personnel. Alors, moi, ça m'a changé le dev perso. Ça m'a beaucoup appris sur moi-même. Mais c'est vrai qu'il y a ce cercle où on se dit il faut toujours rajouter sur soi, etc. Et j'ai échangé avec des personnes qui justement cherchaient leur voie et ils avaient plus de la vingtaine. Et en fait, ils avaient lu un paquet de livres sur le dev perso, mais ils n'étaient pas heureux pour autant. Parce que je pense que justement, il faut vraiment pas dissocier côté développement personnel et le côté spiritualité, mais pas dans le sens religieux, dans le sens c'est déjà là en fait. Et en fait, du coup, on est plus sur de la révélation de ce qui est déjà en nous. Dans le développement personnel, il y a la communication, mais en fait, communiquer, c'est là.
Et en fait, tu vas juste révéler quelque chose que tu sais déjà faire. C'est juste qu'il faut en prendre conscience. Et on est dans la prise de conscience, en fait. Et c'est ça que je pense qui est très important quand on travaille sur l'aide, c'est vraiment de comprendre que tout est déjà là. Il faut juste en prendre conscience et trouver des guides ou des livres, effectivement, ce côté développement personnel, mais prendre conscience qu'on vient pas rajouter un truc en nous. On vient simplement ouvrir la porte. Exactement. Et tu le dis très bien. En fait, pour moi, c'est vraiment ce qui nous manque. C'est, je pars du principe qu'on a tous des excellences, qu'on est tous très très bons potentiellement dans plein de choses. Et l'idée, en fait, bah, ce serait justement ouais, de révéler ça, en fait, de révéler ce qui fait qu'on est unique en soi, parce que bah, de manière très naturelle, nous, on va être très bon là-dedans, alors que pour une autre personne, ça va être plus compliqué. Carrément. Ouais, c'est ça. Mais Carrément. t'imagines le cadeau qu'on ferait à l'humanité? Moi, je dis, le sous-titre de mon deuxième film, c'est Une génération pour tout changer. Donc, autrement dit, en 25 ans pour tout changer. Moi, je pense que c'est possible, tu vois. Si on accompagne les enfants, bah, je pense qu'en 25 ans, on peut changer beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Tu peux, ouais, effectivement, en fait, ça dépend vraiment ce que tu amènes encore une fois comme outil et, et, et comment tu parles à l'autre. Tu vois, par exemple, je suis dans un sas de formation là avec donc un sas de 12 personnes qui doivent faire de l'insertion. Ils découvrent tout ce qui est métier de logistique, etc. Et je peux travailler sur le savoir-être. Et en fait, on parle de niveau de conscience. T'as une personne qui s'appelle Richard Hawkins qui a peut-être que tu connais sûrement. Et ben, le simple fait de présenter ces différents niveaux de conscience, où est-ce qu'on se situe, etc. Comprendre que tout ça, ça influence notre perception de la réalité et comprendre que ce qu'on voit chez l'autre, c'est ce qu'on porte en nous. Déjà, c'est assumer une grosse part de responsabilité, c'est assumer les défauts qu'on voit chez les autres et accepter l'autre en fait tel qu'il est. Et, et en fait, il n'y a pas grand chose à faire. On a l'impression qu'il faut faire beaucoup de choses aujourd'hui pour changer le monde, etc. J'entends beaucoup alors je sais pas toi, mais moi je suis beaucoup tagué par les pubs sur Facebook où il faut impacter le monde. Et je vois beaucoup ça. Je vois même des jeunes qui me partagent ça. Mais au final, il faut changer soi. Je sais plus qui c'est qui disait ça. Il faut changer soi pour voir le changement qu'on voit dans le monde. Mais on Gandhi, est vraiment que Howard Gandhi, Gandhi. Gandhi. Mais en fait, on est vraiment là-dedans et c'est trop facile de dire aux autres ce qu'il faut faire. Il faut déjà savoir qui on est et vivre en accord avec ça. Et là, c'est royal. Quand on comprend déjà qu'on a du mal à savoir qui on est, qu'on est composé d'un masque social, que notre ego il a différents stades de développement, qu'on a tous une ombre des choses qu'on projette chez les autres, on comprend que c'est difficile de se comprendre soi. Et du coup, on va pas étiqueter la personne en face de nous. En 10 minutes, on va se dire, ouais, ben, cette personne, elle est comme ça. C'est clair. On juge la personne sans la connaître et on fait la même chose avec nous. Mais justement, parce qu'on n'est pas éduqué à comprendre toute la complexité de l'être humain et on voudrait que ce soit simple de comprendre l'autre personne. C'est Je pense ça. que c'est vraiment ça, en fait, le piège et la toute petite chose à apporter dans l'éducation. Ouais, c'est clair. Je me dis même, tu vois, pour les parents, il faudrait carrément une journée de sensibilisation, tu sais, un peu comme la prévention routière. On aurait avant, enfin, pour les futurs parents, avant qu'ils soient parents, avec des professionnels comme toi, par exemple, puis plein d'autres, qui pourraient comme ça semer, tu vois, bah, encore des graines, quoi, semer des graines. Parce que je pense que ça serait vraiment important avant de se lancer dans cette grande expérience, quoi. Carrément, carrément, carrément. Bah déjà, les parents, en fait, faire ce travail-là déjà pour eux-mêmes. Des fois, on va façonner notre enfant en fonction de ce qu'on pense être l'idéal auquel il faut le façonner. Mais soi-même, on ne s'est pas forcément découvert non plus. Euh, Demande à n'importe qui est-ce que tu es. C'est vrai qu'on a tendance à se présenter par son statut, par ce qu'on fait. Je suis X profession. Ouais. Et en fait, du coup, quand on enlève toutes ces étiquettes, qu'est-ce qu'il y a donc on en arrive peut-être plus sur des histoires de croyances. Je m'identifie à une communauté, mais quand on enlève tout ça encore, enlève les croyances. Sans croyances, qu'est-ce que tu es? Vu que ton identité repose sur tes croyances, quand tu enlèves tout ça, tu prends conscience déjà que t'es tout, à la fois t'es rien, mais toi et moi, on est surtout composés de la même chose en fait à la base. On a la même essence, tu vois. C'est la vie qui t'anime de la même façon. Et c'est juste qu'est-ce que tu as fait de ça qui me donne l'impression de, bah tiens, Julien Perron, c'est telle personne, etc. Euh,
mais je pourrais pas dire qui tu es, mis à part ce que tu fais. Et je Un me pourrais pas citoyen me du monde. permettre de dire, hein? Un citoyen du monde. Exactement. Moi, Citoyen du monde, un être humain, tout c'est ce que simplement. je dis souvent, tu sais, quand on me pose la question dans des interviews, je dis à chaque fois que ça me fait marrer parce que bah, tu le dis très bien, on a l'habitude de poser des étiquettes, tu sais, à chaque fois sur les gens. Et moi, je leur dis foncièrement, je sens que je me sens comme un citoyen du monde, quoi. Avant d'être un chef d'entreprise, etc., je me sens comme ouais, quelqu'un qui est en accord avec lui, avec ses valeurs et qui apporte ses excellences pour le bien commun, pour l'humanité, qui apporte cette petite pierre positive à la planète. Et je pense que si on allait dans ta direction avec tes outils, bah justement, ça permettrait aux adultes, aux jeunes adultes, aux enfants, de conscientiser et d'aller dans cette direction, tu vois. Et c'est pour ça que je pense qu'on pourrait changer l'humanité. On a tellement besoin d'outils comme tu proposes, en fait, pour avoir des individus qui réfléchissent différemment face aux enjeux, comme tu le soulignais, qu'on a aujourd'hui, que c'est tellement important. Et en tout cas, moi, j'ai bon espoir. Je sais pas comment tu le vois, toi, de ton côté, mais moi, j'ai bon espoir. J'ai vraiment le sentiment, avec tous ces gens que je croise, avec qui je discute, que ce soit au sein de grosses institutions ou en dehors, dans tout ce qu'on appelle, tout ce qui est un peu nouveau, quoi, alors que c'est pas nouveau. Euh, Tout le monde va dans la même direction en réalité, sauf que il y a des niveaux qui sont très différents, donc il y en a pour qui ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais en tout cas, la direction elle est bonne, la direction elle est prise, quoi. Ouais. En fait, ce qui est intéressant, je pense que même au-delà des outils, parce que alors moi, ce que je propose, comme je souligne à chaque fois à la fin des livres, c'est une façon de voir le monde, c'est pas la vérité. Mes outils que j'utilise peuvent ne pas parler à certains, comme il y en a d'autres qui vont utiliser des outils qui vont pas me parler. En fait, il faut que ça nous aide, il faut que ça nous parle, il faut que ce soit personnel. Et je prétendrai pas détenir la meilleure façon de faire, parce que alors, j'ai découvert plein de personnes qui faisaient de l'orientation différemment. Et je pense que justement, moi, ce que je fais va pas forcément parler à une famille, ce qu'une autre personne va pas forcément parler à une famille. Puis du coup, en fait, il y a une orientation pour chacun d'entre nous, et il faut trouver celle qui nous convient en fait. Ouais, c'est ça. Mm. Mais il n'y en a peut-être pas assez comme toi. C'est-à-dire, je m'exprime, je connais une autre personne que j'ai interviewée qui a créé Ce que je veux faire plus tard. Je sais pas si ça te parle. Euh, Marina Barrault. non, pas comme ça. C'est super ce qu'elle fait. Bon, il y en a d'autres en fait que j'ai rencontrés comme ça sur mon parcours. Et donc toi aussi. Mais je trouve que vous n'êtes pas assez nombreux. Vous avez chacun un peu vos outils différents pour aller grosso modo, on va dire, dans la même direction, à révéler vraiment qui on est. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'il en faudrait beaucoup plus, ou en tout cas que ça s'intègre très rapidement, même dans le monde de l'entreprise, tu vois. Il faudrait en fait dans le monde de l'entreprise. Ben, en fait, je pense que au-delà de tout ça, alors, moi, c'est vraiment la quête identitaire qui me tient à cœur de mettre en évidence, c'est parce que je pars du principe, et même quand on observe, en fait, la société en entière, elle est rentrée dans une quête identitaire. Elle est rentrée dans une quête identitaire par la crise climatique, par la crise environnementale, par les crises économiques qui arrivent, la crise sanitaire. En fait, on comprend, quand on est adolescent, c'est quoi la crise d'ado? Je prends conscience que la façon dont je voyais le monde, c'est pas la façon dont je le vois demain. Et du coup, je me cherche, mais du coup, qu'est-ce que je vais construire pour mon avenir? C'est ça la crise d'ado. Et la société, qu'est-ce qui se passe? Je prends conscience que, ben, la société euh, qui repose sur la production infinie, qui repose sur l'ère industrielle, bah, sur le long terme, elle est pas pérenne. En 60 ans, en 40 ans, 60% des espèces sauvages qui disparaissent, ok, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et du coup, on comprend que ce qu'on faisait jusqu'à présent ne matche pas, mais on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, il y a des crises là, on est en plein dans l'une d'entre elles, et il y en aura d'autres derrière. Tout simplement parce que tant qu'on remet pas l'humain, tant qu'on se découvre pas, se découvrir, c'est se responsabiliser aussi. C'est prendre conscience du lien qu'on a avec le vivant, et c'est l'honorer. C'est honorer juste ça. On est dans une prise de conscience. En soi, il n'y a pas besoin de beaucoup, tu vois. Il y a simplement besoin du chemin personnel pour comprendre ça et accepter cette réalité. Et ensuite, bah, l'avenir se construit sur ça. C'est pour ça que je te rejoins un peu quand tu dis que tout part de l'école. Parce que la société de demain est le reflet de l'école d'aujourd'hui. C'est on conditionne les jeunes, les adultes de demain à voir le monde d'une certaine façon.
comment on les conditionne, sur quoi on met l'accent, est-ce que c'est sur la production ou est-ce que c'est sur le vivant, sur l'entretien de la vie, la préservation, etc. C'est pour ça, et quand tu parles d'école de la vie et sur de choses, Ça résonne. ça résonne, t'as 10 ans d'avance. Et j'espère que dans 10 ans, on dira, ben oui, c'est du passé, ça. J'espère aussi, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que tu proposes? Ce que je propose. Alors, en individuel, c'est pour des élèves qui sont à partir du collège, en fonction de la maturité également de l'élève, hein. Euh, c'est des accompagnements de 6 à 8 semaines qui suivent une trame, qui suivent cette trame où on va s'outiller, on va comprendre. Ouais, mais en Comment? on voit pas la trame en fait dessus. Il faudrait que tu nous l'expliques à l'oral. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils. J'en ai une qui est plus simple, qui va plus te parler. Ça, c'est ce que je présente aux missions locales et aux structures institutionnelles. Grosso Ok. modo, ça repose sur le voyage du héros de Joseph Campbell, qui est une trame universelle qu'on utilise tous pour se confronter à des péripéties dans la vie, mais aussi pour se construire. On est tous le héros de notre vie. Et ben là, c'est une petite trame pour construire sa propre vie. Et c'est couplé avec l'individuation de Carl Gustav Jung. L'individuation, il dit que c'est un processus qu'on doit faire tout au long de sa vie pour révéler son individualité en quelque sorte. Moi, je pars du principe que il y a la trame, on peut commencer cette individuation, cette quête de soi, en utilisant ça. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, ce qu'il utilise, donc ces 5 actes, ça repose sur des sciences orientales qui ont 2500 ans. Parce que le soi en psychanalyse, se découvrir soi, c'est l'atman dans l'hindouisme. Donc au final, on crée plein d'outils, mais on tourne toujours autour de la même chose. Ouais, c'est Donc intéressant. là, cette trame, je pars du principe que faut juste traverser 5 actes pour se construire. La vie est une pièce de théâtre. Comment on la traverse? L'acte 1, c'est le temps de l'accommodation. Généralement, on s'oriente ici. C'est-à-dire que je perçois une norme dans mon environnement, ce que me disent mes parents, ce que me disent mes professeurs, ce que je pense même être le monde, et du coup, je m'adapte en fonction de ce que je comprends être la norme. Mais du coup, ici, c'est notre environnement qui nous construit. C'est pas nous qui construisons l'environnement qui nous ressemble. Vient ensuite l'acte 2, le temps de la prise de conscience, où là, eh ben, on réalise souvent qu'on s'est pas orienté par rapport à soi, on s'est orienté par rapport aux autres, qu'est-ce qui fait sens avec moi? Waouh, grosse remise en question, c'est là qu'on retrouve les burn-out, les dépressions, les reconversions, mais se reconvertir sans avoir fait sa quête identitaire, bon, on peut prendre à Paris, mais c'est quasi sûr qu'on va se reconvertir du coup. Parce que le fondement, c'est l'identité, c'est qui est-ce que je suis, qu'est-ce qui m'anime. Mm. Et donc la prise de conscience, déjà, il faut l'accepter. Donc il y a tout un temps où on prend conscience simplement de cette envie qui est la nôtre, de se découvrir. Ensuite, l'acte 3, le temps de la construction, qui est le temps le plus dense en orientation intrapersonnelle, puisque c'est là où on donne les plus gros outils. On utilise ce qu'on appelle des énergies archétypales pour modéliser notre comportement. On utilise d'autres outils pour comprendre l'énergie qui nous anime à l'instant T et comprendre pourquoi je réagirais comme ça demain, pourquoi je réagissais comme ça hier. Donc là, dans une période d'outillage pour se comprendre maintenant et surtout pour définir la personne que l'on veut devenir à l'avenir. Ok. Donc c'est riche, c'est dense et c'est pour ça qu'on entre l'accompagnement et la formation. Une fois qu'on a identifié ça, l'acte 4, c'est l'harmonisation. C'est-à-dire, je sais qui je veux devenir, comment ça se traduit. Je sais qui je veux être, qu'est-ce que je vais faire. Et tu vois du coup que l'être est avant le faire encore une fois, pour que, en fait, on ait une mission qui porte ce qu'on va faire. Très Et clairement. l'acte 5, qui est en quelque sorte la transcendance. Et car pour Carl Jung, on atteint cet acte-là en fin de vie quand on a une vérité sur sa personnalité. Mais la transcendance, c'est simplement, je suis aligné en fait avec qui je veux être, qui je suis. C'est clair. Et voilà. Ouais, en fait, j'allais dire, c'est une vraie descente en profondeur, hein. On descend beaucoup en profondeur parce qu'on va rencontrer son ombre. Juste le fait d'accepter que ce qu'on reproche aux autres, c'est des choses qu'on porte en nous. Juste cette prise de conscience,
ça peut être un petit peu lourd des fois. Et c'est pour ça que ça peut prendre un peu plus de temps. Tu te déplaces partout? Ouais. Ouais. Parce Alors que pour je t'ai vu. l'établissement scolaire, quand j'interviens dans les établissements scolaires, partout je suis dans une période de démocratisation. Donc Ok. c'est avec grand plaisir. Je vous ai passé une question d'une personne, je crois, qui posait la question, est-ce que dans quel département vous intervenez? Mais en gros, tu interviens partout, quoi. Alors je suis en Seine-et-Marne. Je suis en Seine-et-Marne. Je suis Ok. essentiellement intervenu en Seine-et-Marne et en région parisienne. Euh, bon après, si on fait intervenir pour une classe et qu'on m'envoie à Marseille, c'est vrai que ça fait de la route pour une classe. Si c'est pour tout l'établissement scolaire, bah, on prend 2 jours ou le temps qu'il faut et on passe chez tout le monde en fait. Allez, y a pas de souci, je vais partout. Il y a une personne qui m'a rejoint, j'ai agréé une personne qui s'appelle Agathe. Un grand bonjour. Je sais qu'elle voulait regarder et qui va faire ça en Normandie, Ok. en Picardie, pardon, du Oui, parce côté de que Soissons. Et du coup, pour l'instant, on est deux. Et je pense d'ici l'année prochaine, enfin la fin 2021, on devrait être une petite dizaine. Euh, voilà. c'était une question que je voulais te poser justement parce que j'étais en train de me dire, mais en fait, il faudrait vraiment que tu multiplies les formateurs parce que toi tout seul, tu peux pas être partout. Faut pas Et, être partout. et ouais, C'est 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 ça. pour, c'est pour ça que si ça peut intéresser certains, il y a des livres où j'ai mis toute la genèse de la méthode Rapproche-le, et les outils. rapproche-le de Ouais. l'écran. Alors, hop là, l'orientation intrapersonnelle. Ok. Comment trouver sa voie de façon ludique et révéler son potentiel. Donc là, ça c'est plus un livre théorique. On a toute la genèse de la méthode et surtout, eh ben, on a les outils qu'on utilise. Et après, il y a le dernier qui était dans la vidéo au début, qui est les 5 actes de la vie. Et là, clairement, en fait, euh, on a quasiment tout ce qu'on pourrait faire en accompagnement. Le truc est imagé. Non. Bon, il y a la petite trame. Alors, Ça m'a l'air d'être un gros volume, non? ouais, il fait 300 pages. T'as la petite trame qu'on utilise, qu'on retrouve dedans. Il y a Ouais. les énergies archétypales avec des images un petit peu partout. Il y a surtout des endroits où on peut noter Oui. ces découvertes qu'on fait sur soi. Il y a aussi des exercices pour vraiment allier le côté pratique. Et puis vous avez des petites images pour illustrer ça, parce que je sais qu'il y a des parents qui n'ont pas forcément Ouais. envie de faire un accompagnement, mais moi je trouve qu'il n'y a pas de chose plus importante pour un parent que d'aider un enfant à se connaître lui-même. Et là, donc vous avez vu qu'on suit les 5 actes pour l'orientation intrapersonnelle, et bien là on traverse les 5 actes de sa vie, l'accommodation jusqu'à la transcendance. Et moi, ça m'a demandé 10 ans de faire ça. Ça m'a Ouais. demandé 10 ans. Et là, on a vraiment toute la trame pour se comprendre soi. Là, on va pas parler d'orientation, mais ça va quand même pas mal nous éclairer si on cherche notre voie. Et là, j'aime bien dire, faudrait faire 5 ans d'accompagnement techniquement juste pour faire la trame, puisqu'on est Ouais. dans un outillage et on est vraiment sur quelque chose qui prend toute sa vie, en fait, normalement. Vous savez, Bah c'est un oui. peu, t'as le livre dont tu es le héros, bah là, t'as la trame pour en quelque sorte écrire ta propre vie et être le héros de celle-ci. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, construire la vie de tes rêves, quoi. Alors, on me pose la question, où est-ce qu'on peut le trouver et à quel tarif? Sur Amazon puisqu'il est en auto-édition pour l'instant, et je peux aussi l'envoyer moi-même donc sur ma chaîne niveausup.fr sur mes orientations intra-personnelles sur Amazon ou sur YouTube, on devrait le trouver. Sur le site là que j'affiche? Voilà, sur niveausup.fr ou Ok. sur mon compte sur mon profil Instagram aussi. J'ai Tu sais, il y a un petit lien dans ma bio. Et là, en fait, on peut le commander directement ici. En fait, j'ai du stock à la maison. D'accord. Ok. Je mets un petit mot dedans et je l'envoie. Ok. Le livre, pour le tarif, il a 19,95 sur Amazon. Ok. Et après, il y a juste les frais de port 4,80, il me semble, pour quand c'est moi qui l'envoie. Ok. 19,95, c'est très précis, quoi. Et je me suis fait accompagner par un éditeur pour l'écrire, pour le coup. Ok. J'avais rejoint un mastermind parce que je voulais vraiment qu'il soit patate, le livre. Donc ça, il m'a dit, il n'y a pas de souci, il est patate. Il m'a dit, je ne fais aucun souci, le bouche-à-oreille, il va se faire. Et quoi qu'il se passe, à un moment, il sera là où il doit être, le livre. Euh, parce qu'il y a le nectar
de ce qu'on pourrait trouver en psychologie, en psychanalyse, en développement personnel, et le tout saupoudré de spiritualité. Donc, Ouais, bravo, hein. c'est le temps Bravo. autant. C'est un gros boulot, quoi. Et t'as mis combien de temps pour l'écrire? Tu disais que c'est une grosse réflexion, un gros cheminement de 10 ans, mais pour l'écrire, ça t'a mis combien de temps? Alors, pour la petite histoire, à la base, il n'était pas prévu celui-là. En Ok. fait, je me suis fait accompagner pour le premier. Mhm. Je suis dans une coopérative d'entrepreneurs et une personne m'a accompagné. Il m'a dit, mais ouais, en fait, là, tu as fait une thèse. Mais ça, c'est indigeste pour un élève. Effectivement, il y a des élèves qui ont 16 ans et qui l'ont acheté. Je les ai appelés parce que du coup, il y en a qui laissent leur numéro quand ils me le commandent directement. Et j'aime bien savoir ce qui s'est passé après. Il m'a dit, bah, c'est vrai, en fait, je suis pas allé au bout. C'est pas facile. Alors lui, il est vraiment beaucoup plus ludique, beaucoup plus accessible, effectivement. Et Ok. en fait, du coup, vu que c'était indigeste pour la famille, que c'est trop pour des pros, et j'ai travaillé sur celui-là à côté. Lui, j'ai réfléchi 1 an dessus avant de l'écrire et ensuite je l'ai écrit en 2 mois. Et lui, pareil, ça a été assez rapide. En fait, j'ai fait 4 livres en 1 an, Waouh. mais parce que, en fait, tu sais, j'utilise ce qu'on appelle les énergies archétypales. Et l'idée, c'est de parrainer son identité par une énergie archétypale. Donc, c'est un outil qu'on appelle le PIEA. Et ça permet de modéliser un comportement qui va nous aider à faire ça. Et par exemple, là, si je sais que je peux faire 12 livres d'ici décembre 2021, c'est parce que je me suis parrainé avec des énergies archétypales qui permettent de faire ça, qui permettent de rester focalisé un long moment sur la connaissance, sur les bouquins. Alors, j'ai dû lire facilement 200 bouquins l'année dernière juste pour celui-là. Mais en fait, je suis tellement focalisé et conditionné que je peux le tenir. Waouh. Mais ça m'intéresse. Parce que moi, je dois écrire au moins deux, trois livres pour des maisons d'édition et j'arrive pas. J'arrive pas à trouver du temps et j'ai l'impression que je procrastine, tu vois, et que je me trouve des fausses excuses. Mais en même temps, c'est quand même du temps. Enfin, je veux dire, il faut quand même à un moment donné de bloquer du temps, être à fond dessus, quoi. C'est du temps. Après, c'est vrai que c'est des énergies de profil qu'on va utiliser. Tu connais un peu la process communication? Oui? Et bah, dans la process com, alors, on utilise aussi en intrapersonnel, tu as les tâches travail-man. Travail-man qui est très structuré et du coup, moi, je me conditionne avec des playlists pour aller chercher des niveaux d'énergie à l'intérieur de moi. Mhm. Et après, en fait, on peut charbonner pendant 12 heures, il y a pas de Je, souci. je Et vois. en fait, il faut juste aller, encore une fois, hein, tout part de soi. Et quand on est vraiment connecté à ce qui nous anime, ça peut aller très très vite. Ouais, on n'est pas loin même de l'auto-hypnose, hein. On y est, on y est, on n'est pas loin. Ouais, c'est ça, hein. On n'est pas Et, loin. et quand tu parlais de ça aussi, j'entendais énéagramme. On n'est pas très loin de l'énéagramme, non? Euh, c'est une façon de voir aussi l'être humain. Moi, je pars du principe sur l'énéagramme, c'est vrai que tu en as un, et puis après, tu as les deux ailes, il me semble. Mhm. Là, dans les archétypes, en fait, c'est toi qui choisis. Donc, effectivement, tu en as un qui te correspond à l'instant T, où tu vas t'identifier, enfin, t'en as un qui va te correspondre un petit peu plus, tu vas te voir dans lui. Mais l'idée, c'est vraiment que tu peux choisir. Et ensuite, on va modéliser ton comportement, et on va faire ressortir cette énergie en toi. Ok. Et donc, par rapport à l'anagramme où tu as des ailes sur ton profil, et ben là, en fait, tu n'as pas qu'une énergie archétypale, tu peux en avoir plusieurs. Et ensuite, tu peux utiliser les ressources de plusieurs pour toi. Tu as les 12. L'archétype le plus important, c'est le soi. C'est toi Mhm. tel que tu es. Et Mhm. ensuite, c'est des jeux. Et tu te connectes au Ouais, personnage. Un peu comme la commedia dell'arte, j'aime bien imager avec ça. ouais, je Un vois. comédien, il faut qu'il connaisse le personnage. Mhm. Et ben là, on fait pareil. Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il ferait le matin? C'est quoi sa routine? Et on modélise. Ouais, je vois. Je pense à un ami qui s'appelle Stéphane Pérez qui a écrit un bouquin aussi qui, lui, il a intégré les 12 archétypes. Il a aussi intégré les 12 signes du zodiaque. Et il a réussi Oui, à... et j'ai acheté son bouquin après avoir Ah oui, fait une interview. Je me suis dit, mais mince, euh, je connais pas. trop Et bien. du coup, tout de suite, j'ai acheté, mais on n'est pas Ok, sur les mêmes archétypes. ok, C'est pas les mêmes archétypes. d'accord, Il y a de multiples archétypes un petit peu partout. d'accord. Parce Et que là, lui on aussi, est un vraiment gros travail, sur hein. 12. Comment? Lui aussi, un gros travail pour sortir son bouquin. Je crois que c'est plus de 10 années pour le sortir. Ouais. Ah, mais c'est marrant que tu l'aies acheté.
Mais du coup, il y a peut-être des ponts, non, avec ce que tu as fait, ou c'est vraiment une approche totalement différente? Bah, pas vraiment. En fait, justement, je pensais avoir des. C'est pour ça que j'ai acheté. Je me suis dit, mais mince, ça se trouve, elle fait pareil. On a fait pareil. Donc autant être au courant. Et en fait, non, il n'y a pas vraiment le zodiaque. C'est Ok. t'as l'archétype de l'innocent qui a un besoin de sécurité. T'as l'archétype du sage qui a besoin de comprendre les choses, comprendre le monde. Chaque archétype est associé à un besoin. Et après, c'est une représentation que tu vas te faire. Par exemple, si je te parle du sage aujourd'hui, tu vas avoir ta vision du sage. Moi, je vais peut-être voir Merlin, Gandalf. Toi, tu vas peut-être plus voir euh, Un moine chevalier. Dumbledore. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que un personnage a plusieurs énergies archétypales. Je prends l'exemple de Gandalf. Tu vois Gandalf, Bah, quand bien même. sûr. Oui. Gandalf, c'est un magicien, c'est un archétype de pouvoir, mais dedans, il y a le sage aussi. Et il y a aussi l'énergie du meneur, parce qu'il dirige les hommes, etc. Donc on voit qu'il y a plusieurs énergies au sein du même individu. C'est pour Mhm. ça que avant d'utiliser cet outil-là, on est sur la quête de soi. Parce que c'est ça l'archétype le plus important. Et après seulement, c'est pour atteindre ses objectifs. Mais quand on utilise vraiment l'outil euh, comme il doit être utilisé, en plus, tu as ton énergie sexuelle en fonction que tu sois à dominance yin ou dominance yang, ça aussi, ça va jouer. Et c'est pour ça que tu as tout un processus euh, à faire en amont et à bien comprendre pour que ce soit déjà bien fait. Parce que tu n'es pas l'archétype, tu n'es pas l'énergie, tu l'as à l'instant T. Ouais, c'est ça. C'est passionnant, hein. Je vois que ça fait déjà plus d'une heure que qu'on papote. Oui, Moi, je vais enchaîner pour ceux qui ne le savent pas à 21h, de 21h à 22h. J'enchaîne avec Corinne Chouvet via l'annexe. Et là, on va parler de Feng Shui. C'est une experte, elle a plus de 20 ans d'expérience. Elle s'est formée avec les plus grands maîtres un peu partout dans le monde. Donc, je pense que ça va être intéressant. Et il y aura peut-être des ponts d'ailleurs avec ce que tu dis. je vais Merci regarder, puis beaucoup. on verra. Comment on fait pour te joindre, mis à part ton site web? Bah, sur NiveauSup, il y a l'adresse mail contact@niveausub.fr. Ok, Il y a la chaîne YouTube où il y a pas mal de choses, euh, où il y a des petites vidéos où vraiment je présente la démarche. ok, Ensuite, on va rentrer dans une phase là où je présente les outils, comment on les utilise, etc. Et ça me semblait vraiment important de présenter la démarche en amont. Et puis ensuite, il y a mon numéro de téléphone sur le site normalement, sur la ok, page Facebook aussi. ok. Euh, La chaîne YouTube, c'est Niveau Sup? c'est ça, NiveauSup. Ok. Niveausup.fr, on tombe dessus sur Facebook. Et puis il y a mon profil Instagram où je sais beaucoup de personnes passent par Insta. C'est le petit c'est pas celui-là qui est en bas. C'est le tiré du 8, Ouais. Alexandre, tiré du 8 encore, non, BAE, Alexandre. Et on tombe sur le profil et là on peut aussi envoyer. Mais Et c'est sûr que c'est pour, mieux par téléphone. et pour les gens qui auront envie de t'aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Besoin De d'aide? m'aider? Ouais. Contact@niveausub.fr, bien Ok. évidemment. Ok. Ensemble, on va toujours plus loin. Et on dit que tout seul, on va plus vite, mais avec des gens, on va quand même aussi plus vite que tout seul. Ouais. Donc, des professeurs. Là, par exemple, j'ai fait un cycle de conférences. C'était totalement gratuit dans la Seine-et-Marne. Et il y a des parents d'élèves qui devaient venir. Et au final, j'ai dit au téléphone, parce qu'il y a eu le confinement. Et on s'est aperçu que, au final, pourquoi pas faire ça directement aux parents d'élèves? Je vais devant eux, je leur présente l'outil, on voit comment on peut intervenir dans les écoles. Donc, je suis ouvert à beaucoup de choses. L'idée, c'est vraiment de faire rentrer ça dans l'éducation nationale, et puis de montrer aux psychologues d'éducation nationale aussi que on est complémentaires et que moi, je suis pas tant sur le métier, je suis plus sur la vocation et sur le chemin. Du coup, il y a vraiment un travail complémentaire. Il y a les structures information jeunesse euh, avec lesquelles j'espère aussi travailler. Donc, je suis président du réseau sur la Seine-et-Marne. Et ils font aussi un gros travail sur l'orientation. Il suffit d'aller on peut aller soit chez le CIO, soit une structure information jeunesse qui peut aussi aider et donner des billes sur l'orientation. Et du coup, j'ai Ok. vraiment à cœur de réussir à travailler avec les deux au final, puisque on n'est pas sur la même approche, mais on est sur de l'humain. Et c'est deux potentiels, c'est deux approches, du coup, tu vois, il y a les quatre potentiels, et on s'occupe tous de deux potentiels différents, donc on se complète. En tout cas, j'ai l'impression que c'est bien parti. Oui, je suis bien parti, voilà. Donc les professeurs, les parents d'élèves, ou même
des personnes qui seraient simplement intéressées par la découverte de soi et qui ont envie de partager ça avec grand plaisir. Et puis, donc, comme je dis, d'ici l'année prochaine, l'idée, c'est qu'on soit une petite dizaine de personnes agréées à pouvoir faire ça. Donc, les personnes agréées ont la méthode, mais il y a aussi les 12 livres qui seront simplement disponibles auprès d'une personne agréée. Parce que derrière, c'est un outil, en fait. Et si on lit le livre comme ça et qu'on comprend pas ce qu'il y a derrière, comment ça marche, de un, on risque de s'identifier à l'énergie, alors que c'est juste une énergie aidante. Et c'est pour ça que il faut des personnes pour pouvoir utiliser les outils, ouais. Sinon, on te voit aussi au 4e congrès Innovation de l'éducation. Ouais, avec grand plaisir. Bon, bah écoute, je te souhaite une belle soirée. Merci beaucoup pour cet échange. C'était passionnant. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est chouette ce que tu fais. Et je pense que ça peut être très encourageant qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, de se dire qu'à l'âge de 28 ans, tu as déjà mis tout ça en place et que potentiellement, il y a encore une dizaine de bouquins qui t'attendent. Bravo, franchement, bravo. C'est cool, c'est encourageant. À tout bientôt. Bah, on se voit à Paris. On se voit à Paris avec grand plaisir, peut-être même avant. À Merci bientôt. à toi. Ciao, à bientôt.